J'avance, mais des fois illégalement, littéralement. Ça va shooter Bélec à médicaments. Maman, ne t'arrête pas à ça, n'en fais pas ce qu'à t'en fais pas. Mais pour te protéger, prêt à faire chanter la capuche plaquée. La rue a fait que parfois pour croquer des lovés, ça purge après. Merde, pratiquer la rime pour moi, c'est comme une levrette. Agilité, facilité, ouais, il y a du level. Ra, ta 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 ta. Je suis dans mon délire, Nachaf Tarasa, cap de la NASA. C'est la connexion de Nel Rickson des crimes. Allez, levez vos déions, mais si fort criez. Car c'est réciproque et oui, ça nous fait zizir, si. Lui aussi, l'épisode est cuit. C'est la connexion de Nel Rickson des crimes. Allez, levez vos déions, mais si fort criez. Car c'est réciproque et oui, ça nous fait zizir, si. Lui aussi l'épisode est cuit. Sur la mixtape de haine, certains ont blétrant et claqué des fesses, obligé, on a mis des trempes. Étrange, j'ai des restes chez Errant, je m'interroge, 32 ans, même plus trop le temps de me les bran. 2018, je suis le nouveau Charles Baudelaire. Dans ce game, je trifouille et toi ta petite château terme. Sur un château d'Axe, d'Akodak, c'est du tac au tac, face trop crade et je te crache mon panacota. Nel Rickson à la prod, on nique la prog, intrépide hardcore. Et on en a marre de tous ceux qui radotent. Tire d'un mirador, t'as capté bolos. C'est pas Chantal Goya, lèche-nous les bonbons, tu verras que ça sent la goyave. Dans la gova à l'époque, ça se décalait, débarré, décalqué, rappé, déphrasé, un peu déphasé. À l'arrêt de bus de Saint-Estro Gang, ça c'est un déco que j'aime, y'avait plein de phénomènes, aïe. C'est la connexion de Nel Rickson des crimes, allez levez vos déions, mais si fort criez. Car c'est réciproque et oui, ça nous fait zizir, si. Lui aussi l'épisode est cuit. C'est la connexion de Nel Rickson des crimes. Allez levez vos déions, mais si fort criez. Car c'est réciproque et oui, ça nous fait zizir, si. Lui aussi l'épisode est cuit. Je vais finir en beauté sur ce troisième couplet. Allez-y restez goûter, souper, ça va découper. Ça fait plus de 10 piges que j'ai fait péter la soupape. Et de mon passé je suis coupable, m'en fous si tu valides ou pas. C'est vrai que j'ai fait 2-3 coups bas, serre un libre et coup bas. J'irai où y'a le bif et tout ça, j'espère, alléluia. Avant le mal était sans limite, c'était gratos. Ray, j'ai arpenté la street avec ma desperados. Mais là c'est fini, j'ai mes marmots, calmos. J'essaie de m'accrocher dans les péchés baraudes. Je suis rodé mais OP, je vais m'occuper, trop se buter. Je t'ai procuré l'OD, va dire ça au curé. Purée, je crois que tous les cauchemars et le ton cerné, tu rêves de les fister. Alors vas-y, dors à point fermé. Fais Bélec à ton réveil, oui on t'arnaque. Dans nos têtes la vie de rêve, à la Montana. C'est la connexion de Nel Rickson des crimes. Allez levez vos déions, mais si fort criez. Car c'est réciproque et oui, ça nous fait zizir, si. Lui aussi l'épisode est cuit. C'est la connexion de Nel Rickson des crimes. Allez levez vos déions, mais si fort criez. Car c'est réciproque et oui, ça nous fait zizir, si. Lui aussi l'épisode est cuit. L'épisode est cuit. Ça y est, je l'ai kické. Un Nel Rickson. Aïe. Casse à tous mes enfoirés. 91, 86. On est là, gros. Timéra Lamento. Corps gauche ou malchanceux, ils ont tous l'air d'avoir une vie devant eux ou bien derrière. Ils ont tous bénéficié d'un point de départ. Ma vie à moi commence nulle part. Ils ne sont pas tous obsédés, vils et pervers. Ce sont avant tout des paumés, des solitaires, qui tentent avec moi d'éloigner leurs idées noires. Sauf que les miennes se sauvent nulle part. Mes parents font autant dehors en attendant les moments de corps à corps à corps à corps, de corps à corps à corps, où mes amants éclairs n'attendent pas, j'espère, des mots comme encore, encore,
serre-moi fort. Peut-être certains ont connu ou vont connaître des moments dignes de salut entre deux êtres capables de décoller d'un simple regard, lointain de ma vision de nulle part. Je le souhaite à ces gars, excepté aux goujats qui sont là. Vas-y, 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 vas-y. J'escompte rien te tendre, mais c'est de les entendre avec leur oh oui, 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 et pas un merci. Parfois dans ce glauque escalier, il me revient la voix d'un jeune effarouché, presque un gamin, répondant quand j'ai dit retourne à tes bavoirs. Je vous en prie, emmenez-moi nulle part. Emmenez-moi nulle part. Et messieurs, dames, bonjour à tous les copains, bienvenue dans le Juste Bistrot Nouvelle Peau. Nouvelle peau, nouvel habillage, vous l'avez vu, ça y est, le roi du graphisme, le Valérie Damido de la technique, de l'overlay. Et passé par là, il nous a refait la déco du sol au plafond. Regardez comme c'est beau. Regardez comme c'est beau. On est équipé, il y a plein de nouveaux trucs. T'as vu l'écran de début, il est magnifique. L'écran de fin, il est magnifique. Tout est magnifique. Tout est magnifique, les amis. Le matériel a changé, le visuel a changé. C'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Bravo, Edouard qui a régalé. Voilà, c'est magnifique. Lab 17 pour l'occasion qui sub 11e mois. Merci les amis, merci à vous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes plein badin. On est en avance parce que faut que je finisse plus tôt. Donc j'avais envie de vous dire plein de trucs aujourd'hui, les copains, donc on aura le temps de tout faire et voilà, que de changements. Il y a Éclat 15 qui dit pas de nouvelles chemises en revanche évidemment. Par contre on change pas les basiques, voilà, hein, ça c'est très important. Et voilà les amis, il y a que ma tronche qui a pas changé, dit Grim Bonhorsman. Absolument les amis, j'espère que ça vous plaît. Et en plus, hein, rappel, dans l'écran d'accueil, on a intégré plein de musiques que vous nous avez envoyées les amis, des zinzins de la communauté Juste Milieu. On vous l'a dit, hein, l'idée de l'écran d'attente des émissions de Juste Bistrot qui sont republiées en plus sur YouTube, donc ça fait de la pub, et ben on a mis que des vidéos de zinzins de la communauté Juste Milieu en disant ben voilà, ça vous fait un petit affichage, ça vous fait une petite mise en avant. Donc on a 30 minutes de musique différente. Il y en a quoi? Il y en a une dizaine environ, 6-7. Mais voilà. il y en a une dizaine qui arrivent après. Ouais, il y en a d'autres qui arrivent, Par magnifique. contre, qu'ils envoient pas les trucs avec du. Comme ça. Des photos Des nues. royalties. Non, Des droits d'auteur. Ouais. Ouais. C'est vrai que ça, on met en avant hein, le travail de nos musiciens de la communauté. Attention à pas nous envoyer avec des trucs avec les droits d'auteur. Sinon, ça fait sauter les vidéos YouTube. Voilà, rappel important. Tu es juriste également. N'est-ce pas? Absolument. Je fais tout. Maître Corbeau sur son arbre au perché. Et c'était pas son arbre. Non, on n'est pas encore sur TikTok. Allez. Donc voilà les amis, n'hésitez pas, hein, les amis musiciens, si vous voulez profiter de cette petite mise en avant, c'est que du régal, c'est que du plaisir. Donc ça y est les amis, le Juste Bistrot a fait peau neuve. Je vais en profiter pour allumer le cactus que je n'ai pas allumé. Ça, hein, le cactus et la tête qu'on adore.
Vous êtes nombreux à adorer ce luminaire, malgré les critiques. Je peux vous dire que c'est une défense de tous les jours, ce luminaire. Donc voilà les amis, très heureux de vous retrouver pour cet épisode. On a pas mal de choses, et aujourd'hui on va parler de Emmanuel Macron qui est complètement taré. On a les preuves. Ah oui, alors là vous allez voir, aujourd'hui ça va chier des bulles carrées. Je vous le dis tout de suite, les copains, voilà. Dwayne Humex, il a remarqué, nouveau contour, nouvelle coiffure, voilà, tout est neuf là-dessus. Donc impeccable les amis, c'est que du plaisir, j'espère que ça vous plaît, voilà, j'espère que ça vous plaît, cette mise au frais, voilà, c'est magnifique. Là on est dans les codes, on est jeune, hein. Là on est branché, hein. Maintenant il n'y a plus de limite, voilà. Alors, les amis, on va y aller sur quelques petites actualités pêle-mêle avant d'attaquer le Juste Bistrot et surtout la grosse séquence que je voulais vous proposer. On commence et on revient sur ce qui s'est dit hier les copains. On a encore une pensée évidemment pour Olivier Marleix, on en a beaucoup parlé. Hier, on a appris donc sa disparition, je le redis. Et moi, j'insiste lourdement, je tenais vraiment à revenir avec vous là-dessus parce que depuis hier, je vois que ça sur Twitter et c'est un truc qui me rend grognon. Et vous savez, l'avantage du Juste Bistrot, c'est qu'on peut papoter et je peux aussi parfois vous partager des réflexions dont je suis pas forcément très sûr et c'est important voilà, j'ai besoin d'en parler avec vous pour avoir votre retour aussi. Et entre nous, tu vois, voilà, ça sort pas de là. Moi ça m'a gonflé, j'en ai plein le fiac de toutes les réactions. Alors hier on a parlé de celle de Florian Philippot, mais j'ai vu Philippe Erlin, j'en ai vu une collection de gens qui, alors qu'on a appris la disparition de quelqu'un quelques heures plus tôt, d'entrée on va faire de la polémique, on va expliquer que ouais en fait ceci est sûrement dû au fait que c'était un opposant à la Macronie, on va créer la suspicion, on va alimenter la suspicion, et moi c'est un truc qui me saoule. Depuis hier, je vous avoue que c'est un truc qui m'a gonflé. Je trouve que c'est un manque de respect qui est assez extraordinaire. Alors entendons-nous bien, je ne dis pas en vous disant ça qu'il n'y a aucune suspicion et que ce serait ridicule d'y voir peut-être la main de la Macronie, qu'on soit bien d'accord. Loin de moi l'idée de vous dire c'est inadmissible parce que c'est pas vrai. Je dis juste que vous avez quelqu'un dont on a appris le décès quelques heures plus tôt et on commence à faire des suppositions et on commence à parler de choses que l'on sait déjà sans aucune preuve, sans rien du tout et je trouve que c'est une marque de manque de respect assez claire. Et par ailleurs moi ce qui m'inquiète le plus, c'est que automatiquement quand un opposant politique décède, immédiatement la réaction est de dire c'est peut-être la main du pouvoir en place. Je trouve que ce réflexe est très inquiétant de par son existence même. Au-delà, si vous voulez, d'être dans la supposition et de contribuer à passer pour des pompes à vélo, hein, j'y reviendrai juste après, je trouve ça terrible parce que pour moi, le véritable problème, c'est qu'à l'annonce de ce genre d'événement, tout de suite, notre réflexe est de penser qu'il puisse y avoir la marque du pouvoir derrière. Ce qui veut dire la situation dans laquelle nous sommes, et ce qui veut dire que ce réflexe est bien la preuve que nous sommes habitués à quelque chose de grave. Quand on pense qu'un pouvoir en place est ou serait capable de mettre un terme à la vie de ses opposants, c'est qu'on a déjà franchi une ligne rouge, et ce qui valide notre incapacité à réagir, notre incapacité à changer les choses. Donc je trouve que ce qui m'inquiète, c'est ce genre de réflexe. Après, toutes les suppositions à la con, et que je trouve vraiment déplacées, je le redis, c'est que mon avis, et après je prendrai tous vos commentaires les copains, savoir ce que vous en pensez, mais moi j'ai trouvé ça déplacé. Hier soir j'ai trouvé ça même assez dégueulasse en fait, parce que ça ne change absolument rien, ça ne change rien. Peut-être que c'est vrai, peut-être qu'un jour on aura la preuve que oui, il y a la marque du pouvoir derrière, mais je trouve que si on voulait passer pour des abrutis dans la sphère alternative, on s'y prendrait pas mieux. C'est-à-dire que dès qu'il y a un événement, tout de suite on est dans la supposition, tout de suite on est dans l'alimentation de la rumeur. Je le redis, mon idée n'est pas de dire que la rumeur est vraie ou fausse, mais je n'en sais rien. Et je trouve que ceci est parfaitement déplacé et qu'on se comporte comme les complotistes que le système voudrait que l'on soit. C'est-à-dire au moindre événement, on réagit comme des imbéciles, immédiatement, sans preuve, sans rien, avec de la supposition, juste pour chercher à valider une grille de lecture que nous avons déjà. Je le redis, ça n'est pas que c'est vrai ou faux, je dis juste que déjà, il y a le temps du respect, il y a le temps du deuil. Je rappelle qu'Olivier Marleix laisse 2 enfants derrière lui, et je pense que ça ne change rien
d'attendre quelques jours avant de faire ce genre de supposition. Ça ne change absolument rien. Donc voilà, je vous partage mon avis parce que je sais que tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, les amis. Et c'est vraiment pour avoir vos sons de cloche, hein, pas m'enfermer tout seul dans ce que je pense. Peut-être que c'est minoritaire, hein, ce que je vous dis. Hein, donc peut-être que beaucoup d'entre vous sont pas d'accord et trouvent ça normal de relayer assez vite, de relayer les suspicions et les thèses X ou Y. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans le chat, je prends tous vos messages, les copains. Mikosophie 972 qui dit: le réflexe est aussi conditionné par l'historique politique de France, et voir les affaires Bérégovoy évidemment. Coups 34, ça démarre à fond direct aujourd'hui. Hervéro, Rémi, on n'est pas beaucoup à respecter le deuil et à prendre le temps du recul. Merci Rémi. Dark Ducator, le problème c'est l'enchaînement de suicides qui pose la question. L'enchaînement de suicides, c'est 2. Hein. On pense évidemment au suicide d'Éric Dénessé également. Ce que vous appelez enchaînement, c'est 2. Hein. Donc, il faut être précis. Il faut être précis quand même. Jojo Lastico-Sauteur qui dit non, c'est factuel. Éclat 15, je pense que c'est voulu dans le sens où si on suppose tout un tas de choses sur un événement récent, on oublie vite le reste. PEM 1664 qui dit c'est pas ça Rémi, juste des circonstances étranges. Oui, mais on est complètement d'accord. Alors il y a Battle of Evermore qui dit quand tu veux pour Discord, je sais que je t'ai dit que t'allais intervenir aujourd'hui, on va voir parce que j'ai un gros programme, faut que je finisse plus tôt. Par contre tu l'auras remarqué, je parle de complètement autre chose, donc attends 2 secondes camarade, on va faire le Discord, si c'est pas aujourd'hui ce sera demain, mais on se calme, tu vois que je suis en train de parler d'autre chose là. Mustang 06700 qui dit Rémi, ça c'est dans notre pays, pourquoi pas le nôtre, ils se mettent peut-être à la plage du jour. J'ai absolument rien compris. Attends, Rémi, ça, c'est dans notre pays. Pourquoi pas le nôtre? Ils se mettent peut-être à la plage du jour. Je t'avoue, j'ai rien compris, camarade. Je vais pas te mentir. Je suis désolé. Et Steph C qui dit Rémi 2 récemment, mais sur le plus long terme, c'est suspect pour beaucoup. Mais je le redis, les amis, la question, c'est pas que ce soit suspect. Mais moi, ce qui me gonfle, c'est que. Enfin, de toute façon, on va. Comment dire? De toute façon, je vous l'ai expliqué, je ne vais pas le répéter 4 fois, vous avez compris l'idée. La loi des séries, les suspicions, les théories X ou Y, ça n'est pas ça que je rejette. C'est juste que de plus en plus dans la sphère alternative, et je dis bien sphère parce qu'il n'y a pas que les médias alternatifs, je pense aussi à Florent Philippot, on est dans le commentaire. Tu vois, on est dans la réaction. On vaut pas mieux que BFM TV. Regardez ce que j'ai sur mon Twitter au moment où je vous parle. Dire, ce matin, Florent Philippot qui était sur Toxin pour faire des commentaires sur la mort d'Olivier Marleix à moins de 24 heures. À moins de 24 heures. Je trouve qu'on devient des pompes à vélo. Je suis désolé. Et je vous l'ai dit, les amis, moi je suis pas là pour avoir des copains. J'en ai absolument plus rien à cirer. Je trouve qu'on devient ce que l'on a critiqué. C'est-à-dire, on est dans le commentaire permanent, dans la réaction immédiate, dans l'absence de recul, dans l'absence de valeur. Et j'adore Florent Philippot, j'aime bien Toxin, il n'y a pas de souci. Mais à quoi ça sert de réagir à moins de 24 heures d'un événement? À quoi ça sert? Sinon pour gratter des vues, pour gratter du buzz. On est dans le commentaire qui alimente, en fait, qui alimente la machinerie. Et c'est un truc qui m'emmerde. Je ne vais pas vous mentir, c'est un truc qui m'emmerde. Et je voulais vous en parler. Alors, je suis dans le coup de gueule, je suis de bonne humeur, vous inquiétez pas, j'ai une nouvelle coiffure, impeccable. Mais je voulais vous partager ça, savoir si vous trouvez que je suis trop grognon ou pas. Voilà, d'avoir votre avis et qu'on papote, d'avoir d'autres sons de cloche, comme je vous le disais. Merci à Seika pour le sub 24 mois, 2 ans, c'est magnifique, merci beaucoup. Steph C qui dit On comprend bien ton avis, et oui, tu as raison, il faut mettre de la distance. Marcel The Rock, normal que tout ce qui se passe soit de plus en plus remis en question. Jojo Lastico-Sauteur a balancé toutes les hypothèses, il y en aura forcément une bonne. Dénoncer sans preuve ne vaut pas mieux que nos élus qui mentent en direct. Juju0006 qui dit la ligne rouge, ça fait longtemps que je l'ai dépassée, mais effectivement, je garde cela pour moi. En fait, on est entre nous ou non, donc tu pourrais nous laisser un peu de mots pour justement parler de choses et autres dites complotistes. Damon Bach qui dit Bertrand Scholler dit la même chose. Marcel The Rock, il a une forme de nabilisation de l'info. PEM 1664, tout à fait d'accord, Rémi, ok, juste ne nous empêche pas de trouver des liens. Non mais je l'ai répété, camarades, vraiment. Par contre, n'insistez pas sur des points que je précise. Je l'ai dit déjà, je suis qui pour vous empêcher de penser ce que vous voulez? Vous pensez absolument ce que vous voulez. Et je le redis, ça n'est pas la suspicion en tant que telle qui m'inquiète, qui m'embête même plutôt. Ça n'est pas ça qui m'embête, c'est juste que ça se fait quelques dizaines de minutes après l'annonce du décès. Je veux dire, mais qui fait ça dans la vraie vie?
Franchement, ramenons-nous à ça, les amis. Ramenons-nous à la vraie vie. Demain, on vous annonce le décès, je sais pas, de l'entraîneur de foot de votre gosse il y a 15 ans. Est-ce que votre premier réflexe, ça va être de dire est-ce qu'il trompait sa femme? Personne ne fait ça dans la vraie vie. C'est aussi ça qui m'emmerde. C'est qu'on oublie des valeurs de base. De base, quand on vous annonce le décès de quelqu'un, je suis désolé, votre réflexe, c'est pas d'aller lui chercher des poux ou de trouver une théorie X ou Y qui expliquerait son décès. Quelques jours plus tard, pourquoi pas? Une fois le temps du respect, le temps du deuil. Mais ce sont des valeurs de base, en fait. C'est une sorte de bon sens commun, si vous voulez. Et ça m'emmerde. Moi, ça m'emmerde. Surtout quand on parle de nous, gens de l'alternatif, nous, complotistes et compagnie, qui critiquons à longueur de journée les médias alternatifs, qui font de l'audience avec du commentaire, sans aucune analyse. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Qu'est-ce qu'on est en train de devenir? Donc je n'interdis pas aux gens de parler de ce genre de sujet. Je dis juste que évoquer, rendre hommage à Olivier Marleix, moi ça me semble la moindre des choses à l'annonce pour ceux qui veulent le faire, mais créer des liens, nourrir la suspicion, ça peut peut-être attendre 2-3 jours avant d'essayer de gratter des vues. C'est ça qui m'emmerde au bout d'un moment. C'est un truc que je comprends pas parce que dans la vraie vie on ne le ferait pas. Dans la vraie vie on ne le ferait pas. 99 Miko qui dit ce que tu veux dire, c'est comme pour les morts qui sont tellement communs que c'est devenu des faits divers, on dévalorise la vie humaine inconsciemment. Alors, ce que je veux dire, je le dis, hein, camarade, il n'y a pas besoin de traducteur. Et oui, par contre, je te rejoins sur le fait qu'il y a une forme de dévalorisation de la vie humaine, ça je suis plutôt d'accord. Coupe 34, moi je trouve que c'est un manque de respect complet, il ne doit pas avoir grand chose à dire pour chier sur un mort encore chaud. Marcel The Rock, si l'entraîneur a trompé sa femme, c'est plus un suicide peut-être. Il est con mon Marcel The Rock, il est toujours dans les bons coups celui-ci. Le geek, c'est entièrement d'accord pour laisser le temps du deuil, Rémi, mais pour le coup, tu es sur le sujet depuis une demi-heure. Mais oui, mais parce que déjà, comme dirait l'autre, hein, je fais ce que je veux, c'est mon émission, et je suis sur un point bien précis, qui est justement le temps du respect du deuil. Je suis pas sur le commentaire de choses X ou Y. Donc deux rappels. Hein, si je veux y passer 4 heures pour répéter la même chose, j'y passerai 4 heures. Et c'est surtout que, visiblement, ça semble nécessaire d'insister. Ça semble nécessaire d'insister parce que, tu vois, faut être encore bien seul pour aujourd'hui alerter, de dire on est en train de devenir ce qu'on déteste. Et ben moi, j'aime bien insister pour alerter là-dessus. Donc oui, je prends le temps nécessaire parce que c'est de pire en pire. Marie Demar, justement profiter de cet espace que l'on pourrait appeler trêve pour faire des recherches et réfléchir avant de sauter à pieds joints sur le tas. Mais le RICU, comme d'habitude, les politiciens sont dans un autre monde. Normalement, il faut parler du nombre de suicides qui augmente et c'est grave. Bon, voilà pour les avis, les copains. Si là, 1206 qui dit Rémi, les grognons, bientôt les vacances, tiens bon. Non. En plus, je vous l'ai dit, je suis de bonne humeur, mais c'est vrai que ce genre de truc, j'avoue, ça me met un peu hors de moi. Ça me met un peu hors de moi parce que ça révèle plein de contradictions, ça révèle plein de choses. Et plus ça va, plus ça me gonfle. Hein. Maintenant, j'essaie de ménager la monture parce que j'avoue, et là c'est vrai que ça fait 2 semaines que je tabasse en permanence les médias alternatifs et entre guillemets mon équipe, mais ça me gonfle de plus en plus ce qui se passe, donc bon, si vous voulez, bon, on va enchaîner évidemment pour pas prendre trop de temps, pas trop de temps non plus, mais bon, moi ça commence à m'alerter quand même un petit peu tout ça. Donc voilà un petit peu les amis sur ce retour que je voulais vous proposer. Dans l'actualité, on a eu quelque chose qui va peut-être vous remettre la banane. Peut-être, j'insiste sur le peut-être. Rudi Reichstadt a presque, tout est dans le presque, découvert la nature du complotisme. Presque. Alors on est passé à un cheveu, mais vraiment à un cheveu. Il nous a fait une jolie tribune, regardez-moi ça, dans le Parisien. Tu vois, juste en dessous d'ailleurs de Sophia Aram, hein, qui a été récompensée par le CRIF. Déjà, ça en dit long. On a Rudi Reichstadt qui nous a fait une tribune de la difficulté des démocraties à faire la guerre. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit la tribune? Qu'est-ce qu'elle nous dit cette bien belle tribune? Elle nous dit que déjà, Rudy, il a encore du boulot, donc ça c'est bien, hein, ça c'est bien. On n'oublie pas d'alimenter le Ruditon, hein, cette cagnotte pour permettre à Rudy d'être toujours plus beau gosse, parce qu'on l'a dit, hein, il s'est affûté le beau. Hein. Alors intellectuellement, on ne sait pas, mais physiquement, c'est beau, hein. Il est beau, il est devenu beau. Et qu'est-ce qu'il nous dit dans la tribune? Déjà, ce passage, hein. Les gouvernants ne peuvent jamais être totalement transparents. L'acceptation repose donc sur la confiance que les citoyens ont en eux.
Tu vois, il se pose la question, Rudy, il te dit, mais dans un contexte de guerre, est-ce que les pouvoirs en place ont la nécessité de tout dire ? Et ça, c'est une bonne question. Ça, c'est une bonne question. Tu vois, je vous lis un autre passage pour comprendre le début de sa réflexion. Quoi qu'on pense de la dérive illibérale et populiste des dirigeants américains et israéliens, ils doivent composer avec des contre-pouvoirs, institutions démocratiques qui limitent et contrôlent leur action, presse libre, sanctions du suffrage universel. Une nation démocratique n'a pas que des principes, elle a aussi des intérêts. Elle n'échappe pas à la tension irréductible entre l'impératif de transparence qu'exige l'exercice du pouvoir et la confidentialité qui entoure nécessairement certaines informations recueillies par ses services de renseignement ou fournies par des puissances alliées, des données qui ne peuvent être publiées sans compromettre sa sécurité. Alors Rudy, tu as déjà première découverte. Depuis le début du Covid-19, il y a beaucoup de gens, et je pense pouvoir m'inscrire dans cette équipe, qui ont dit le problème, c'est pas tant ce qui se passe, les mesures nanani nanana, c'est que le gouvernement ment. Parce qu'ils n'ont pas le choix, c'est-à-dire à la fois pour ne pas faire peur aux gens, à la fois parce qu'ils ne peuvent pas tout dire. Si les choses n'étaient pas destinées à rester confidentielles, Emmanuel Macron n'aurait pas fait des conseils de défense sanitaire. Donc le complotisme, l'interprétation complotiste que l'on peut retrouver du côté du peuple, elle émane d'abord de la part d'un peuple à qui nécessairement on cache des choses. Mais c'est ni bien ni mal, il n'y a pas de morale là-dedans. C'est juste que pour fonctionner, un État, un pouvoir, quel qu'il soit, à un moment donné, il est obligé de cacher des choses. Parce que si on dit tout au peuple, c'est Interville dans les rues. On peut pas. On peut pas dire ça. Si à chaque fois que, je sais pas, y a des remontées ministérielles sur la menace terroriste, par exemple, sur les fichiers S qui sont suivis par nos services, t'imagines si tu publies tout, mais c'est panique à bord dans la maison. Donc tu ne peux pas tout dire. Mais c'est ça qui fait le terreau du complotisme. Et c'est ni bien ni mal. Et les gens sont suffisamment câblés pour le comprendre. D'ailleurs, Rudy l'a compris. Donc c'est dire, tu vois. C'est dire, il en a fait une tribune. Donc c'est que tout le monde peut y accéder à cette réflexion. Tout le monde peut y accéder. Mais le problème de Rudy, et c'est là où c'est con, parce qu'il y avait un bon début. Il y avait un bon début. Il était en train de comprendre de quoi naît le complotisme. Bon, alors après, non. Je vais te lire les deux derniers paragraphes. Non seulement nos sociétés ouvertes doivent composer avec une opinion publique qui, dès lors qu'elle se méfie du pouvoir qui agit en son nom, est tentée à chaque instant de mettre en doute ses choix, y compris lorsqu'il prend des décisions qui revêtent pour la nation qu'il gouverne une dimension existentielle. C'est le cas du programme nucléaire iranien pour l'État d'Israël. Mais elles accusent aussi cette vulnérabilité spécifique aux opérations de déstabilisation informationnelle, des opérations ayant précisément pour effet d'entamer le socle de confiance minimale nécessaire qui leur permet de défendre activement leurs intérêts. Il n'est pas étonnant dès lors que les théories du complot contestant la légitimité de telle ou telle politique soient amplifiées par les appareils de propagande des régimes autocratiques. Ils ne font que défendre leurs intérêts bien compris. Le tout est que nous en ayons conscience. Dommage. On est passé à ça. On est passé à ça, à ce que Rudy nous dise, bon bah évidemment, comme les pouvoirs en place ne peuvent pas tout dire, comme on est obligé de présenter un narratif bien spécifique des événements, le peuple, les citoyens, en tout cas une certaine frange de ces citoyens, vont chercher à combler ce manque d'information par un récit. Rappelez-vous, dans ma vidéo que j'avais faite sur le dubitationnisme, je vous avais expliqué ça, en tout cas, parce que moi j'avais compris, c'est pour la vérité universelle évidemment, mais je vous avais partagé ma réflexion qui était de dire le complotisme, pas au sens, le complotisme extrême du type à qui tu dis bonjour et qui te prend immédiatement pour un reptilien. Je veux dire, évidemment que le vrai complotiste, comme on l'imagine, ça existe. D'un mec pour qui n'importe quel événement est relié aux juifs, tu vois. Par exemple, bon, ça existe, mais c'est une frange très réduite, comme les antivax. Il y a quand même une différence entre le mec qui questionne l'injection Covid-19 et qui refuse que son gosse fasse le moindre vaccin. On est d'accord qu'il y a une différence de degré. Bon, ben le complotisme, c'est un petit peu pareil. Pour moi, le gros de la troupe, et dans laquelle je me mets, et le gros de la troupe, c'est une expression, se compenser à moi, c'est pas sympa. Le gros de la troupe, des complotistes présentés comme tels, pour moi, ce sont des gens qui se rendent bien compte que leur réel n'est pas parfaitement explicable. C'est-à-dire que le complot naît à partir du moment où vous avez le réel, les événements qui se passent autour de vous, vous avez une narration officielle qui vous est proposée, et il y a un vide. Il y a un vide qui se crée. Et ce vide, c'est ce qui crée le doute, c'est ce qui crée le questionnement. Par exemple, l'homme est allé marcher sur la Lune, c'est super, mais pourquoi le drapeau il flotte ? Bon.
Mais ça, en soi, c'est sain. C'est juste dans la nature humaine de vouloir saisir l'entièreté du réel qui nous entoure. C'est-à-dire, il est très difficile de vivre dans un réel que nous ne saisissons pas. De manière beaucoup plus terre à terre, c'est ce qui va faire, par exemple, ce qui va être l'un des mécanismes de la jalousie dans un couple. Quand un homme ou une femme est en vadrouille et que l'autre homme ou l'autre femme reste à la baraque, se dit, bon ben voilà, elle, on va dire il, par simplicité de langage, vous avez compris l'idée, l'autre concubin, il est en soirée avec ses potes, bon bah d'habitude il m'envoie un message, là ça fait 1 heure que j'ai pas de nouvelles, tu vois, c'est l'incapacité d'expliquer l'entièreté du réel. On le vit tous les jours. Et quand on regarde par rapport à l'actualité, pour moi, le gros de la troupe des gens présentés comme complotistes, ce sont des gens comme ça. Ce sont des gens qui se disent, mais moi, c'est pas que je veux pas le faire, le vaccin, c'est pas que je suis contre le confinement, mais en fait, si on m'enferme, je suis gestionnaire d'un commerce, les mesures Covid, elles sont sympas, mais je vais peut-être perdre mon taf. Bon, et d'ailleurs, pourquoi on les fait ? Est-ce que ces mesures, est-ce que sur le plan sanitaire, elles m'empêchent de bosser ? Le vaccin, c'est pas que je veux pas le faire, mais est-ce que franchement, je suis sûr de pas avoir d'effets secondaires ? Moi, j'ai des gosses, j'ai une vie que j'aime bien, ça me fait un petit peu peur. Et les informations que me donne le gouvernement ne sont pas très complètes. Ça me semble un petit peu bizarre, ce docteur rigolo avec un accent du Sud, là, qui a le nom de Retour vers le futur, comment il s'appelle ? Voilà, Marty. Voilà, Marty qui nous dit on a des milliers d'années de recul, parce que si on accumule les données de vaccination, les durées de vaccination des gens, on a du recul. Bon, moi j'ai arrêté la physique-chimie en 5e, mais je me doute bien que c'est n'importe quoi. Donc le complotisme naît de ça, les amis, naît de cette incapacité à expliquer l'entièreté du réel. Bon, bah à partir de là, Rudy, tu vois, il est passé à ça, de te l'expliquer. De te dire que, élément numéro 1, nos pouvoirs en place ne peuvent pas tout dire, parce qu'il y a des questions de sécurité, des questions de ce que vous voulez. Réflexion B, de fait, les citoyens n'ont pas accès à une grille de lecture complète sur les événements. Réflexion C, c'est de là que naît le complotisme, qui peut entraîner des dérives, ce que tu veux, machin. Et non. Rudy, il est quand même obligé de te mettre une petite tartine, de dire « Non, mais en fait, c'est quand même les Russes. » Quoi qu'il arrive, c'est les Russes. C'est-à-dire que Rudy Reichstadt, il va à la halle aux chaussures, il n'y a plus sa pointure, c'est à cause de Vladimir. C'est terrible, c'est vraiment terrible. Donc je trouve ça quand même assez terrible, mais ça donne de l'espoir. Ça donne de l'espoir. Rudy est pas passé loin de nous dire quelque chose d'intelligent. Et ça fait plaisir. Un autre champion dans la catégorie fact-checker, avant d'aller vers le gros sujet du soir. Un autre champion, je ne le connaissais pas, Arthur Königsberg, sur BFM TV, qui nous a dit ceci, vous allez vous régaler. Au-delà de la France, effectivement, particulièrement en France, mais on le voit même beaucoup en Pologne, en Roumanie, en Hongrie, même en Allemagne, des accusations directes sur Ursula von der Leyen comme étant le symbole et le symptôme des élites dites bruxelloises. Elle est à la fois la cible d'attaque, effectivement, de l'extrême droite nationaliste, ceux qui veulent détricoter ou découper l'Europe, mais elle est aussi la cible des réseaux complotistes en raison de sa politique vaccinale et des commandes passées avec Pfizer. Donc elle est devenue une cible très facile pour cette partie du champ politique et de cet électorat. Oui, il y a cette question. Voilà. Alors Arthur Königsberg nous dit, et celle-là c'est vrai qu'on ne l'avait pas vu venir, il nous explique que Ursula von der Leyen est la cible d'attaque de l'extrême droite nationaliste et aussi des réseaux complotistes. Voilà, les négociations de SMS comme ça en sous-marin avec le PDG de Pfizer, en fait c'est l'extrême droite. Voilà. Non mais après tout, pourquoi pas. Moi ce qui est bien au bout d'un moment, c'est que faut plus s'emmerder. Pourquoi tu réfléchis à trouver des choses pour invalider ce que disent les gens, quoi. Non, faut pas s'emmerder. Extrême droite complotiste. Et c'est efficace et ça passe. Merci à mon Fredo Diabolo pour le subprime, 27e mois. Merci les copains. Donc c'est vraiment du régal. Vraiment du régal, les amis. Je le connaissais pas. On a un nouveau champion. Et ça fait plaisir. Donc voilà les amis, sur ces petites actualités pêle-mêle que je voulais vous proposer, les copains. C'est vrai qu'on me dit dans le chat Königsberg c'est une marque de bière. Alors ça, attends, ça me dit rien. Königsberg, ah ouais.
Mais attends, c'est pas une bière du Lidl pas ouf. Attends. Si, c'est ça, si, l'abus d'alcool est dangereux hein, pour la santé, évidemment, hein, pour la santé. Modération. Sinon, vous finissez comme Jean-Louis Borloo, qui veut ça? Oui, voilà, c'est une marque qui est au Lidl, ouais. Après, en même temps, je dis pas ouf, mais je crois que j'ai jamais goûté. Et le Lidl, il bricole bien. Il bricole bien en bien. Moi, j'aime bien. Hein. Je sais pas si on a le droit de parler d'alcool sur Twitch, mais j'aime bien. Ils ont en Suisse, parce que tu sais, Lidl, ils ont pas les mêmes branches d'approvisionnement selon le pays où t'es. Et en Suisse, ils ont un partenariat avec une brasserie irlandaise, si je dis pas de conneries, ou écossaise. C'est des canettes un peu, je sais pas si vous les avez aussi en France, mais il me semble pas, parce que je suis allé au Lidl en France, j'avais pas vu. Peut-être que si, je sais plus. C'est des canettes, tu sais, avec un décor un peu steampunk, là. Et t'as de IPA, t'as une stout, t'as une Imperial Stout que j'adore, t'as une double IPA qui est très bonne. Et franchement, les bières sont très très bonnes. Et elles coûtent pas grand chose. T'es en dessous de 2 francs la canette, hein, une bricole comme ça. Et je sais que Lidl, parfois, ils arrivent à avoir des producteurs que ce soit les bières ou le manger hein, aussi. Hein. Et c'est très très chouette. Et c'est très très chouette. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, si vous l'avez aussi in Frankreich. Mais en tout cas, bravo Lidl en Suisse. Hein. Bravo. Ah oui, parce qu'on maîtrise le budget. J'aime faire mes courses chez Lidl. Bah oui. Ah oui. Non, c'est pas Brooklyn. Non, Brooklyn Romano 5962 qui dit Brooklyn Brewery. Non, ça, elle est connue celle-là. Non, Brooklyn, elle est connue. Je sais plus. Attends, je vais essayer de vous trouver ça. Je sais pas si vous allez voir ces canettes. Pam. Voilà, tu vois, c'est des trucs comme ça. Mais je crois que vous les avez pas en France, celle-là. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Mais si vous avez ouais, non, je crois que c'est que la Suisse. Si vous avez l'occasion, je les trouve plutôt bonnes. Parce que voilà, c'est comme ça, on aime la bière. Et la 15 qui dit juste milieu, pense aux bières Archibald de début août, ça va te plaire. Ah oui, là au Québec, je prends les amis. Si vous avez des conseils au Québec de choses à voir, à visiter, à manger, allez-y. Allez-y, plein badin, avec plaisir. Et Kers 75019 qui dit attention aux canettes. Alors c'est vrai que pour la bière, la canette c'est le meilleur contenant hein, pour la conservation de la bière. J'avais lu ça, je sais pas si vous validez ou si c'est une connerie. J'avais entendu parler de ça. Donc voilà un petit peu les amis. Là-dessus, on va aller dans le gros sujet du jour. Parce que on a une séquence que la France attend. Ah ouais, et j'étais étonné moi-même. Les amis, Macron est complètement taré et on en a les preuves définitives. Alors, si je me permets de faire un tel effet d'annonce, c'est que je vais vous parler aujourd'hui d'un livre sorti chez Robert Laffont, j'ai oublié, mais sacré Robert, on aime Robert, on embrasse Robert Laffont, donc c'est officiel, hein, ça a été publié dans une grande maison d'édition française, donc tout ce que je vais vous dire est validé par les médias mainstream, les maisons d'édition mainstream, validé par la street, même on a envie de dire, et on a effectivement, je pense, des preuves qui, dans un pays sain, devraient entraîner la démission immédiate d'Emmanuel Macron. Alors vous allez me dire, encore des preuves, voilà, parce que, bon, rien de neuf sous le soleil, hein, c'est pas faux non plus, mais là, ce livre m'a étonné parce que, pour vous raconter un peu la genèse du bordel, c'est un bouquin qui est sorti en fin d'année dernière. Je vérifie pour pas vous dire de bêtises. C'est un bouquin le 3 avril 2025, donc il n'y a pas si longtemps. Et on en a beaucoup parlé pour une information qui a beaucoup été relayée, je ne sais pas si vous en rappelez, dans la sortie du livre, c'était l'histoire du parfum d'Emmanuel Macron. On a beaucoup parlé de ce truc-là, le parfum d'Emmanuel Macron. On nous disait, mon Dieu, les histoires du parfum, il se parfume beaucoup. Et ça vient de ce livre. Cette anecdote vient de ce bouquin, ce satané bouquin. Et moi, j'ai un petit plaisir malsain, c'est les bouquins politiques. J'adore ça, j'en lis beaucoup. Ça, le Kama Sutra et les livres de Bruno Le Maire, ce qui d'ailleurs réunit les trois en même temps. Ce qui est quand même mes passions, tout dans un même livre. Voilà, on a envie de dire. Et j'aime bien lire ces bouquins parce que la plupart du temps, quand ce genre de livre fait parler dans les médias mainstream, je me suis rendu compte, en les lisant derrière, que les médias mainstream créaient des semblants de polémique sur des éléments spécifiques de ces livres, mais qu'en vérité, ils ne retenaient que les éléments les moins graves. Histoire de dire,
on fait le taf, on fait parler du bouquin, vous avez vu comme ça balance, mais on met à l'ombre les éléments sérieux, parce que personne ne lit ce genre de truc. Tout le monde s'en fout. À part les journalistes qui ont que ça à foutre, et moi, hein, donc je suis pas journaliste, mais c'est vrai que j'ai que ça à foutre, personne ne lit, tout le monde s'en cire. Tu dépenses pas 21 € pour ça. Tu vois. Bon, moi si, ça c'est vrai, c'est le problème. Et j'ai découvert des petites choses où tu te dis, tiens, bizarrement, ça, les médias n'en ont pas parlé. Et je voulais vraiment vous le partager, les amis, pour comprendre que parfois, des journalistes, en l'occurrence Olivier Beaumont, hein, qui signe ce livre, chef adjoint au service politique du Parisien, donc, tu vois, on est sur du mainstream pur jus, et ben parfois ils font le taf. Parfois ils font le taf, comme quoi, tout vient à point à qui c'est attendre. Je crois que ça c'est important de le rappeler. Alors, on va y aller crescendo sur les révélations qui sont faites, et il y a des trucs lunaires. On va y aller crescendo parce que vraiment, faut se mouiller la nuque. Et on va commencer avec la psychologie d'Emmanuel Macron. Une psychologie qui a plus vraiment beaucoup de secrets pour nous. On se doute bien que le mec, c'est pas Mère Teresa, hein, on est d'accord. Pour autant, on a quand même des éléments supplémentaires qui nous permettent d'un peu mieux cerner le bonhomme. Typiquement, page 11, je vous donne les repères pour ceux qui ont le livre ou qui voudraient l'acheter. Typiquement, page 11, on apprend au lendemain de la fameuse dissolution de 2024, Emmanuel Macron déclare « Pas une seconde, enfin ça ne m'émeut pas, je suis là pour ça. Pas une seconde, je saurais regretter mes choix. » Donc, là encore, rien de neuf sous le soleil. Tu comprends que on est face à la psychologie presque d'un adolescent un petit peu turbulent qui fait des bêtises, qui ne regrette rien par rébellion, par opposition, par colère, on va dire, contre le système qui l'entoure. Et beaucoup des révélations du livre, d'ailleurs, je le redis et j'insiste là-dessus, sont données par des visiteurs du soir, des proches de Macron, des machins, des bidules. Il n'y a pas souvent les noms, mais il y a même très peu de noms par rapport à un bouquin comme La Meute, hein, dont je parlais il y a peu de temps, où là, pour le coup, les témoignages sont faits à visage découvert. Là, j'ai bien aimé ce livre parce que t'as des dingueries, mais le journaliste, tu vois, se dit, pas trop se mouiller non plus, parce que ce serait con qu'il y ait des répercussions, si j'ose dire. Page 13, Emmanuel Macron, tu vois, là aussi pour creuser encore un petit peu sur sa psychologie, Emmanuel Macron déclare « Les Français ne voient pas tout ce que j'ai fait pour eux, ils ne m'aiment plus. » Propos rapportés. Donc, on est face à un président de la République qui, malgré tout ce qu'on a déjà dit sur lui, et on ne va pas revenir point par point, ce serait beaucoup trop long. Vous savez, voilà, ce qu'on a pu dire sur Macron, vous connaissez comme moi son bilan, et toutes les affaires qui ont émaillé son bilan. On est face à quelqu'un qui, en plus, trouve les Français ingrats. Pardi, évidemment, hein, ingrat, il y a Gérard Larcher, mais il y a aussi tous les Français. Et donc, pour vous dire, en creusant un petit peu, la psychologie d'Emmanuel Macron, c'est Calimero qui se tape Madame Doubtfire, d'une certaine manière. Page 18, on a quelque chose qui nous renseigne aussi sur un fonctionnement plus général, parce que tout ne s'arrête pas à Emmanuel Macron. Évidemment, ce serait trop facile. Emmanuel Macron est un taré au pouvoir, et le pire, c'est que tout le monde le sait, et que peu de gens essaient de l'en empêcher. Je vous lis page 18, ce qui est écrit dans le livre, qui est assez éclairant là encore. Au contraire, il change tout le temps, appuie le sénateur François Patriat, pour qui ce besoin de changement permanent est la traduction de quelqu'un qui n'est jamais totalement certain, et qui réfléchit énormément. Ce n'est pas de l'indécision, mais il a besoin de changer d'avis plusieurs fois, avant de s'en faire un définitivement. À bien des égards, tous ont éprouvé ces changements de pied récurrents, y compris sur des sujets politiques sensibles. Immigration, fin de vie, réforme des institutions, Proche-Orient. Macron, c'est le Paris-Dakar sans le GPS avec un coup de volant dans la dune, ironise un ancien lieutenant. Aussi, lorsqu'il s'agit de se choisir un Premier ministre ou de remanier un gouvernement. En plus d'être dans le secret permanent, le mec est incapable de trancher rapidement. C'est psychologique, résume un de ses anciens communicants. Donc, on comprend en plus que Emmanuel Macron a perdu les pédales, qu'il enchaîne en fait des comportements, des décisions, des scandales qui auraient dû l'éloigner depuis longtemps, mais qu'on a autour de lui, dans un phénomène de cour royale, comme on a déjà exposé sur Juste Milieu, hein, Emmanuel Macron a aujourd'hui autour de lui des gens qui sont conscients que ce mec est instable, et que ce que les médias à grand renfort de propagande ont appelé le « en même temps »,
c'est la marque de quelqu'un d'instable. Le en même temps, dans la vraie vie, ça n'existe pas, les amis. Je vous le redis, dans la vraie vie, un collègue de bureau qui vous dit le lundi matin, bah tiens, réserve ta soirée, demain soir, on va boire une bière. Puis t'arrives le mardi soir, et te dit non, non, mais finalement, on va aller au cinéma. Puis en fait, 30 minutes après, sur la route du cinéma, il te dit non, non, mais t'as raison, on va faire un escape game. Ce mec-là, il le fait une fois, c'est pénible, 2 fois, c'est chiant, à 3 fois, vous lui parlez plus. Et ben nous, nos médias ont appelé cet exercice instable de la politique, ils ont appelé ça le en même temps. Et ils ont dit, non mais c'est une méthode, c'est un truc comme ça. Non, non, en fait c'est juste un mec instable. Et ils le savent, et ils te le disent. Dans l'entourage d'Emmanuel Macron, vous avez ce phénomène de cour où on sait que le roi a perdu la tête façon Louis XVI, mais on reste autour de lui. Et on l'applaudit, et mon Dieu, mon roi, que vous êtes beau. Donc, c'est peut-être ça le pire, c'est que tout ne s'arrête pas à la personne de Macron. C'est un système qui est pourri aujourd'hui, qui est pourri par des personnes dont les Manuel Valls, par exemple, sont le symbole, c'est-à-dire des arrivistes et opportunistes de première. Mais pour autant, ce phénomène de cour est parmi les choses les plus inquiétantes pour moi. Alors, on avance un petit peu, il y a des épisodes, je vous le dis, et on est même pas, on est au début de ce que je veux vous dire, on monte crescendo. Il y a des épisodes sur la psychologie de Macron. J'ai découvert l'épisode que je vais vous lire. Sincèrement, je ne sais même pas quoi en penser. Vraiment, écoutez bien. Là, c'est mon côté Père Castor. Écoutez bien, vous allez voir. Je ne sais même pas quoi penser du type. Donc, le contexte, c'est lors d'une visite le 21 mars 2023 de Pedro Sánchez, Premier ministre espagnol. Je vous lis. Dans l'après-midi, le président espagnol, Pedro Sánchez s'est justement attendu à l'Élysée pour une rencontre bilatérale qui portera sur le sujet. Quand, juste avant 14h, le repas est interrompu par le chef du protocole, M. Sánchez est parti tard de Madrid et il n'a pas mangé. Ses équipes nous demandent si on peut mettre quelques sandwichs à disposition. Emmanuel Macron accepte d'abord sans sourciller, puis se ravise. Et ici, on n'est pas des Néerlandais, on ne va quand même pas leur donner des sandwichs, proposez-lui un repas. Je continue. Branle-bas de combat dans les cuisines et au salon des ambassadeurs où une table est dressée en urgence pour la délégation espagnole, une quinzaine de personnes, auxquelles vont devoir s'ajouter les conseillers du président pourtant déjà attablés avec lui. Demande express du chef. Du coup, on s'est retapé une entrée, un plat et un dessert, se souvient un ancien de la cellule diplomatique qui ce jour-là a frôlé la crise de foie, contrairement à leur patron qui, à la surprise de tous, a mangé comme s'il n'avait rien avalé avant. Il a même vérifié qu'on finisse bien nos assiettes, je crois que ça l'a bien fait marrer. Pardon. Donc, je vous lis l'épisode. Alors, comment penser la chose ? Est-ce que c'est normal ? Je ne sais pas. Vous avez un Emmanuel Macron qui, organisait un repas, si vous voulez, dans un contexte diplomatique. C'est même pas ça le problème. C'est qu'il va forcer ses conseillers à remanger et il va surveiller qu'ils finissent bien leur assiette. Voilà, donc si vous voulez, je vais pas me lancer en fait dans de grandes diatribes, de grandes envolées psychologiques. Je suis pas psychologue, donc si vous voulez, tout ce que je vous donne, c'est un avis de citoyen. C'est pas plus renseigné que ça. Je suis pas clinicien, je suis rien du tout. Mais je crois que l'exemple se suffit à lui-même. Très honnêtement, il n'y a pas besoin de faire des grands raisonnements pour comprendre que ce type-là est complètement taré, en vérité. Ce qui me permet de dire taré, c'est que j'insiste là-dessus, les amis, dans la vraie vie, ça n'existe pas. Dans la vraie vie, ça n'existe pas, ce genre de comportement. Et j'ai pas fini. Un autre épisode dans la même catégorie, alors pareil, c'est un truc où tu te dis, mais le problème est plus grave que prévu. Parce que la vision que nous donnent les médias d'Emmanuel Macron, c'est une chose. Mais là, on est sur des comportements presque de sadisme. Alors, je vous lis un autre épisode, page 162-163, pour ceux qui ont le livre, ou qui l'auront. L'histoire des lunettes de soleil. Vous allez comprendre, là encore, accrochez-vous, c'est salé. De l'aveu même d'un collaborateur qu'on n'y reprendra plus, c'est une boîte avec tout un tas de lunettes plus moches les unes que les autres. Quand Emmanuel Macron est attablé sur la terrasse, donc de son bureau à l'Élysée, les conseillers ou membres du gouvernement conviés connaissent la règle. Prière de ne pas oublier les lunettes de soleil, sinon... Il est désagréable pour lui d'avoir quelqu'un en face qui fait la grimace à cause des rayons. Donc si on vient sans lunettes, il demande à un huissier de s'en occuper pour nous, raconte une conseillère qui, comme d'autres, a subi le rituel de la boîte à lunettes. Une mallette, en fait, d'une vingtaine de binocles d'occasion, de toutes formes, pas vraiment à la mode, certaines aux branches tordues, d'autres avec des bords rouges, voire un peu ridicules, dans laquelle il faut choisir pour être autorisé à rester. Clairement, ce n'est pas fait pour nous mettre en valeur. Je me demande même si, au fond, ça ne le fait pas marrer de nous voir avec ces trucs, on a l'air tellement con, se demande un ancien ministre qui, en son temps, a eu droit à son petit bisu
bizutage. Les gueules que ça fait aux uns et aux autres sont assez drôles, avoue-t-on. Le rituel de la boîte serait en tout cas d'une redoutable efficacité. Quand tu as emprunté une fois l'une de ses paires, tu n'as plus envie d'oublier de ramener les tiennes. Mais là n'est pas le seul moment de distraction du président. Donc, pareil, on va être très clair, je vais pas monter le truc en épingle à vous dire « Mon Dieu, c'est grave l'affaire des lunettes de soleil ». Quand tu vois ce qui se passe dans le monde et quand tu vois tout ce à quoi on a eu droit depuis l'arrivée de Macron au pouvoir, évidemment que c'est du menu fretin. J'en conviens que c'est pas très grave. Mais quand on le place sur un deuxième niveau de lecture, en considérant ce que ça veut dire d'un président de la République et du comportement qu'il a avec des gens qui travaillent autour de lui de manière très proche. On parle de ministre, si vous voulez, qui l'humilie les gens du peuple. Bon, ça s'appelle plus un scandale, ça s'appelle un jeudi matin, on est d'accord. Mais qui l'humilie ses propres ministres avec ce genre de comportement. Mais je ne sais pas si on se rend compte, là encore, sans m'avancer sur le terrain juridique, il faudrait demander à des juristes, mais je pense sincèrement qu'on peut caractériser ça juridiquement, dans le cas où un patron vous fait subir ce genre de comportement en vue de se moquer de vous. Je pense qu'il y a peut-être quelque chose de l'ordre du harcèlement, ou en tout cas de propos juridiquement, enfin de comportements juridiquement condamnables. Et ça passe. Et ça passe. Et on continue, parce que là, on était, je vous le disais, sur de nouveaux aspects, en tout cas que je ne connaissais pas, de la psychologie d'Emmanuel Macron. On continue sur des situations lunaires qui se multiplient sous Macron, et ça n'inquiète personne. Page 72, on a un aveu. Mais bon, ça, pour le coup, c'est un demi-aveu, parce que franchement, on l'avait vu venir, on l'avait décrypté, on en avait parlé chez Juste Milieu. À l'époque, je vous avais dit que c'était... J'étais pas le seul, j'étais loin d'être le seul d'ailleurs. Je vous avais dit que c'était clair. Bon, bah maintenant, c'est écrit sur les présidentielles 2022. Je vous lis. Nous sommes à un tournant de l'histoire de l'Europe, martèle-t-il pendant cette période, afin de justifier ses nombreuses initiatives européennes et internationales, au risque de retarder et de confisquer un débat que ses concurrents appellent inlassablement de leur vœu, une stratégie assumée en privé pour espérer en tirer profit le jour du scrutin. Donc, là encore, nous, complotistes, ça va pas nous étonner, hein. Rappelez-vous, le contexte, c'est celui des présidentielles 2022, où le débat du premier tour a été confisqué, et le pouvoir en place a organisé, enfin a poussé, on sait que l'Élysée a poussé auprès de TF1 pour organiser une émission qui s'appelait La France face à la guerre, et il n'y a pas eu de débat de premier tour. Tous les candidats sont passés un par un, ils avaient 15 minutes pour s'exprimer si je dis pas de conneries, et il n'y a eu aucun débat. Et Emmanuel Macron jouait au chef de guerre pour confisquer l'élection et faire croire que dans le contexte actuel, il ne pouvait pas y avoir d'élection et que lui avait d'autres chats à fouetter sur le terrain de la guerre. Donc vraiment... Là-dessus, il y a peu de surprises, je pense qu'on sera d'accord, mais je trouve ça toujours plaisant de le voir écrit noir sur blanc et d'avoir une preuve, de dire que Emmanuel Macron a contourné la démocratie en instrumentalisant le contexte de l'Ukraine. C'est officiel, et dans un pays sain, il serait poursuivi. Parce que Emmanuel Macron a trafiqué les élections présidentielles 2022. C'est officiel, trafiqué au sens médiatique, en usant et en abusant du contexte géopolitique pour mieux détourner l'exercice du débat du premier tour. C'est désormais écrit par des journalistes mainstream, donc c'est plus du complotisme. Et je trouve ça intéressant de le rappeler. Alors, il y a le coup du parfum, ça vous en avez peut-être entendu parler. C'est la seule grosse info qui a été relayée dans les médias mainstream. C'est curieux, et d'ailleurs, dans d'autres médias alternatifs, on a beaucoup parlé du truc du parfum, mais il n'y a pas eu plus. C'est pour ça que j'aime bien lire le truc, tu vas faire le boulot. Et le truc du parfum, alors vous êtes sûrement au courant. On nous dit lorsqu'Emmanuel Macron entre dans une salle, ça se sent, y compris avec ce parfum très reconnaissable qui vient de très loin, abonde un de ses homologues d'autrefois, y voyant une façon d'asseoir son pouvoir. Et donc bon, tu vois, il y a cette odeur-là. Donc on nous dit que le parfum serait eau sauvage. Je connais pas. Et il y a un autre truc, tu vois, qui va dans l'ordre de ce que je vous disais sur le coup des lunettes,
Le président ferait d'eau sauvage une consommation industrielle à toute heure de la journée, avec un flacon toujours à portée de main, particulièrement dans l'un des tiroirs de son bureau, jusqu'à enivrer ses propres collaborateurs qu'il asperge parfois de quelques gouttes pour la rigolade quand lui-même s'en vaporise juste avant un rendez-vous. C'est devenu un jeu. En fin de journée, on finit tous par sentir le président, sourit l'un d'eux. Il se parfume tellement, y compris les cheveux, en y passant la main, qu'il suffit de le saluer pour avoir toute la journée l'odeur. Jusque-là, raconte un chef de cabinet en montrant la paume de sa main. Donc, le coup des lunettes, donc des petites humiliations sympatoches, le coup de forcer les gens à manger, et le coup de les parfumer avec son propre parfum. C'est caractéristique d'un manager toxique. Je pense qu'on est d'accord. D'un employeur toxique, de ce que vous voulez, d'un conjoint toxique, ce que vous voulez. C'est quand même caractéristique. Et ça passe. Et ça passe. C'est pour ça que les médias mainstream ont fait de la merde, on va être très clair. Ils ont retenu qu'une seule chose. Mais quand tu mets tout côte à côte, enfin, c'est un dossier de justice, en vérité. Normalement, t'as des éléments pour éloigner ce type-là du pouvoir. Il est nocif, à minima, pour son entourage. J'en parle même pas pour la France. C'est complètement dingo. Page 159, on apprend aussi, pour creuser encore le bordel, on apprend... Je vous lis, une règle tacite et néanmoins respectée de tous, à l'exception du maître des lieux et de son épouse, nul n'est autorisé à fouler la pelouse, toujours impeccablement tondue. C'est une règle non écrite, sauf cas particulier, il ne viendrait jamais à l'idée à personne d'aller y marcher, ça n'existe pas, rapporte un huissier. Donc ça, par exemple, c'est dans la pelouse de l'Élysée, voilà, pas la pelouse de femme du président, pas déconner. Bon, ça, à la limite, tu dis, il y a un comportement monarchique, presque, c'est du menu fretin, page 180. Alors là encore, pour le coup, ceux qui suivent la politique française de près savent que c'est pas, c'est un secret de polichinelle, on va dire, mais ça en dit long une fois de plus sur le bonhomme. Page 180, on apprend concernant le canard enchaîné. Chaque semaine, l'hebdomadaire satirique regorge d'anecdotes savoureuses, issues de sources anonymes, dont je n'ai aucun doute qu'elles viennent d'Emmanuel Macron directement. J'en ai même été témoin à mes dépens, confie un ancien Premier ministre. Particulièrement dans la page 2, consacrée aux échos de la semaine, très lue dans le microcosme parisien. Un jour, un entrefilé a rapporté une scène qui nous concernait tous les deux. Et comme cela ne venait pas de moi, j'ai eu la preuve que c'était venu de lui, avoue également un de ses amis. L'usage n'est pas nouveau. François Hollande faisait pareil, François Mitterrand aussi. Cela permet de maîtriser les éléments de langage, souffle un ancien du quinquennat 2012-2017. Donc, le rappel est important, mais vous voyez qu'Emmanuel Macron, c'est aussi ça. Aussi quelqu'un qui va organiser des fuites dans le canard enchaîné pour mieux maîtriser les éléments de langage. Alors, là, on arrive au niveau des pépites. Où on perd pied. On perd pied. Déjà, ce que je vous ai dit, c'est quand même pas mal. Et on a page 258, tu vois. Je vous parlais de phénomène de cours tout à l'heure, de propagande médiatique. Bon, bah, t'as Bruno Roger Petit, donc, comment dire là, c'est compliqué. Qualifier Bruno Roger Petit, là, c'est chaud quand même. Là, c'est... Je veux pas faire une métaphore sexuelle parce que c'est vrai que je verse souvent dans ce registre un petit peu gras, ça c'est vrai. Mais c'est compliqué. C'est compliqué de trouver quoi. De trouver... là, je vais même pas me lancer parce que j'ai trop de choses lourdes, grasses qui arrivent dans l'esprit, donc je ne me lancerai pas. Bruno Roger Petit, c'est un serviteur de la Macronie. Voilà, on va rester là-dessus. Et à côté, Manuel Valls, c'est un punk anti-système. Voilà, pour situer le bonhomme de manière propre. Tu vois, t'as vu, j'ai pas dit de gros mots. J'aurais pu dire bite, je l'ai pas dit. Donc, tu vois, non mais c'est important parce qu'après, pas être censuré, moi. Non, loin de moi. Tu vois, j'aurais pu dire, c'est vrai que Bruno Roger Petit, il connaît par cœur l'odeur de chaque fion des ministres. Je l'ai pas dit. Parce que ça, ce serait déplacé. On peut pas... Voilà, c'est pas... Parce que tu sais, ce serait une sorte de blague sous-entendant que le mec est, comme le veut l'expression, lèche-cul. Mais non, ça, je peux pas dire ça. Parce que c'est pas bien, on dit pas ça. Donc j'ai trouvé une formule plus adéquate, comme Sheila, qui est adéquate aussi. Vanne de Coluche, ça vous connaissez. Les copains, donc, je vous lis Bruno Roger Petit, ce qu'il déclare sur l'habitude d'Emmanuel Macron de toucher ses interlocuteurs. Bruno Roger Petit déclare, et c'est cité, c'est repris d'un article du Monde du 5 mai 2018, donc il y a une source si vous voulez vérifier. Bruno Roger Petit déclare, pour lui, donc Macron,
Le toucher est fondamental, c'est un deuxième langage, c'est un toucher performatif. Le roi te touche, Dieu te guérit. Il y a là une forme de transcendance. Voilà, donc Bruno Roger Petit, c'est quelqu'un qui a longtemps œuvré à l'Élysée, proche de Brigitte Macron notamment, et qui te compare de Emmanuel Macron à Dieu. Voilà, à Dieu, parce que pourquoi pas? Parce que, non mais voilà, pourquoi et pourquoi pas, finalement. Et donc, on en est là. On en est là, si vous voulez, avec tout ce que je vous ai dit. Vous avez des types, mais Bruno Roger Petit en est le symbole. On peut penser à Christophe Barbier, qui avait comparé Gabriel Attal à l'archange Gabriel, et qui avait aussi comparé Macron à Dieu. Donc, je vous le disais tout à l'heure, Macron ne s'est pas fait tout seul. Macron ne s'est pas fait en un jour, comme dirait l'expression. Macron ne s'est pas fait tout seul, et il est le résultat d'un phénomène de caste, d'un phénomène de cour, d'un phénomène de propagande médiatique qui, là encore, et n'a pas commencé avec lui. Ce serait malhonnête de dire que tout ça, on le voit avec Macron. La Ve République a été ponctuée à chaque fois de ce genre de phénomène. Le général de Gaulle lui-même, il y avait une forme d'adoration qui confinait à la complicité. Il y avait des scandales monstrueux avec le général de Gaulle. Le rapport à la colonisation était quand même pas très clair avec le général de Gaulle. Faut fantasmer personne, ni ne dire que tous les problèmes commencent qu'avec une seule personne. Je pense que là-dessus, on sera tous d'accord. Et je parle seulement de la Ve République. On pourrait parler du reste. Mais avec Emmanuel Macron, je trouve quand même que on franchit un cap. C'est-à-dire que, et c'est que mon interprétation là-dessus, Mitterrand, il y a eu des scandales. Je pense qu'il ne donnait pas sa part au chat, comme on dit. Il y a eu des scandales. Mais il y avait une stature, il y avait une ampleur, il y avait quelque chose qui faisait que les quelques scandales qui arrivaient à percer dans les médias, la personnalité, le pouvoir qui était incarné par Mitterrand, faisait que le peuple parvenait à passer. Mais il passait l'éponge en connaissance de cause. C'est-à-dire qu'à l'époque, tout le monde connaissait les affaires. Chirac, c'était pareil. Jusqu'à Sarkozy, c'était pareil. Mais il y avait une épaisseur qui permettait de continuer malgré tout, de continuer en connaissance de cause. Avec Macron, ce que je trouve terrible, c'est que même la grandeur a disparu. Même l'épaisseur s'est fait la malle. Donc on se retrouve en fait avec quelqu'un d'extrêmement moyen qui ne survit dans l'esprit des citoyens qu'à cause d'une propagande extraordinaire. Mais vraiment, et là pour le coup, la propagande médiatico-politique même à laquelle nous avons droit est sans commune mesure avec aucun autre président de la Ve. Je pense que là-dessus on sera d'accord aussi. Et donc Macron sans la propagande, c'est un taré. Je suis désolé, c'est un taré. Et les travers de comportement que j'ai évoqués dans cette vidéo, peut-être que Chirac avait les mêmes, peut-être que Mitterrand avait les mêmes, peut-être même que De Gaulle avait les mêmes. Mais on avait cette épaisseur, on avait ce corps du roi, comme dirait Kanterovitch. Je crois que c'est Kanterovitch, genre toute la théorie des deux corps du roi. On avait ces deux corps du roi qui fonctionnaient. Aujourd'hui, Macron, tout le monde voit bien que c'est quelqu'un qui ne tient pas la route. Tout le monde voit bien que c'est quelqu'un d'effrayant, quelqu'un à qui on ne confierait pas son PEL. Tout le monde voit bien que le couple Macron, c'est une escroquerie. Et on s'est convaincus nous-mêmes, encore un petit peu, alors qu'au fond, ça ne tient pas la route, et que rien ne tient la route, et que ce pouvoir macroniste n'a même pas l'épaisseur de nous faire oublier, de nous faire accepter, pas oublier, de nous faire accepter. Nous vivons sur un immense mirage, qui est celui d'un pouvoir normal, entre guillemets, pour ce qu'un pouvoir doit être normal, avec un président normal, pour ce qu'un président doit être normal, et c'est ce que je trouve assez extraordinaire. Tout ce que je vous dis là, il n'y a sûrement rien de nouveau. Il y a beaucoup de présidents qui faisaient ça. Mais avec Emmanuel Macron, on en est au point de se poser cette simple question, de dire, mais comment on peut tolérer ça ? Comment on peut tolérer ça encore plus longtemps ? Vous avez quelqu'un qui, dans la vie civile, serait poursuivi en justice. C'est pas plus compliqué que ça. Moi, dans mon entreprise, je fais la moitié de ce que je viens de vous dire, de ce que fait Macron à l'Élysée, je suis poursuivi. Et à raison. Ce sont des pratiques de harcèlement. Je veux dire, parfumer les gens pour qu'ils sentent mon odeur, les humilier en leur faisant porter des accessoires rigolos et les forcer à manger. Mais heureusement que je vais en prison. Heureusement, en fait. Mettez la société hors de danger. Foutez-moi en tôle. Donc,
je trouve ça assez extraordinaire. Et ça passe à grand renfort de ce phénomène de cours, à grand renfort de propagande. Et je vois dans le chat quelqu'un qui évoque la société du spectacle de Guy Debord. Je me demande si on n'est pas au-dessus. Je me demande si on n'est pas retourné, presque la boucle est bouclée, dans une forme de révolution au sens astronomique du terme. On n'est pas retourné dans la caverne que décrivait Platon dans l'allégorie de la caverne, où aujourd'hui les citoyens sont enchaînés face à un mur sur lequel se projettent des ombres de petites statuettes. Les citoyens enchaînés pensent que leur monde, leur réalité est fait de ces ombres de statuettes. Quelques citoyens ont réussi à se déchaîner, littéralement à enlever leur chaîne. Ils sont allés voir que le réel, c'était pas ça. Ils reviennent dans la caverne l'annoncer à leurs collègues, et en fait, on veut les buter. Et c'est un peu l'histoire de l'anticomplotisme. Je ne vous dis pas par là que les complotistes ont raison sur tout. Hein. Attention, il y a beaucoup de complotistes qui disent des conneries aussi. Mais je veux dire par là que, aujourd'hui, indépendamment des questions de politique, des questions d'idéologie, des questions d'opinion, indépendamment de tout ça, les citoyens qui veulent dire aux autres que ce réel-là n'est pas possible, que ce réel-là n'est pas le réel, que oui, le couple Macron est le fruit d'un détournement de mineurs, que oui, la Macronie est une accumulation inédite de scandales et d'affaires que nous avons réussi à accepter. Dire ça à d'autres citoyens, aujourd'hui, c'est symboliquement, c'est prendre le risque d'être tué. Au sens, c'est une image, qu'on soit bien d'accord, c'est une image. C'est-à-dire que les citoyens qui sont enchaînés, qui considèrent que ce réel-là est le seul réel possible, ces citoyens-là, on veut les tuer. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient complotistes, anti-vax, tout ce que vous voulez. Il faut à minima les mettre dans une case qui va tuer leur image sociale, qui va les décrédibiliser, qui va les moquer, qui va les humilier. Et je pense que, pour faire cette petite réflexion-là, vous me direz ce que vous en pensez, je trouve qu'on est revenu dans un phénomène d'allégorie de la caverne 2.0, où, attention quand même, il y a des citoyens qui disent des conneries, mais pour ceux qui se contentent simplement d'alerter et de dire aux autres, attention, ce que vous avez pris pour votre réel parfois est fait d'illusions, ces citoyens-là, c'est eux qui doivent prendre dans la gueule parce qu'ils alertent et ils deviennent trop dangereux. Donc voilà ce que je voulais vous dire là-dessus, les amis, sur ce bouquin. Je le redis, La tragédie de l'Élysée dans l'enfer des quinquennats Macron. C'est publié chez Robert Laffont. Bouquin intéressant avec pas mal de choses, pas mal d'éléments. Donc voilà pour la petite lecture, les amis, pour la petite séquence, les copains, los copinos. J'espère que ça vous a plu, les amis. Dites-moi dans le chat ce que vous en pensez, dites-moi quel est votre avis, en sachant qu'on ne loupe pas évidemment l'arrivée du Tour de France. Ça pète aujourd'hui, on est en Normandie. Ouais, et puis ça va revenir parce que Pogacar, Vingegaard devant, ça y est, c'est parti. Il y a quelques pétards, il y a quelques pétards dans cette fin d'étape. Il y a 3 côtes, ça y est. Pogacar, Vingegaard, on est parti. Le duel est lancé là. Ah oui, attention, petite alerte là-dessus, j'ai une gourde d'Israël, mais c'est pas de la propagande, c'est qu'il y a quelqu'un de très gentil qui bosse sur le Tour, qui m'a offert des gourdes du Tour de France. Tu vois, j'ai Groupama FDJ, tu te doutes bien, c'est pas la pub pour FDJ, mais je préfère dire tout de suite parce qu'il y en a qui vont dire, ouais, en fait, Rémi, il est pro-sioniste, on l'avait pas vu. C'est juste quelqu'un qui m'a fait un gentil cadeau des gourdes du Tour de France, donc... J'ai une casquette d'ailleurs, attends. Quand on regarde le Tour, on a la casquette du Tour. Le problème, c'est que maintenant, on voit tes conneries en qualité. J'ai une fif. Tu sais ce qui me manque? Je suis l'odeur des merguez. Non pas que j'aime les merguez. Là, je peux parler sport. Là, on peut mettre le Tour de France. Ça, c'est la casquette du sport. Je vais la chausser comme ça. Romain Grégoire qui est là, effectivement. Et Kevin Vauquelin est là aussi. Ça peut rentrer. On les mais je aperçoit mets juste des derrière. microsecondes. Si ça se regarde devant, effectivement. Ouais, ça se regarde. Ça se regarde sur le Tour. Attention, on continue sur cette étape. Kevin Vauquelin dans le groupe, il reste 3 km 6. Un Français, on le rappelle, à 10 secondes au général. Le Français Kevin Vauquelin qui peut prendre le jaune ce soir. Là, on va se faire l'arrivée par contre parce que là, c'est très important. Il y a de belles choses. Il y a un groupe avec tous les leaders. On a Mathieu Van Der Poel, on a Pogacar, on a Vingegaard avec un Jumbo-Visma, je sais pas qui c'est. On a un beau groupe. On a un beau groupe devant. C'est le vélo comme on aime, évidemment sur Juste Sport. On a la casquette du Tour, vous l'aurez remarqué pour les plus observateurs.
Kung 3219 qui dit avec la casquette du Stade Toulousain, je ne l'ai pas, n'hésitez pas à me l'envoyer évidemment, il n'y a pas de problème. Faire une cagnotte. L'UBB m'a mis une cible dans le dos. Ça faisait longtemps. Ah génial, qu'est-ce qu'on rigole. 2,7 km. Non là c'est important par contre, je rigole pas avec vous là par contre. Parce que là s'il y a un maillot jaune français c'est tous à poil. Hein. Là, non je rigole TikTok, je rigole, j'ai rien dit, je vais me faire engueuler encore. Km 5. On a Romain Grégoire également, le français, hein, qui est dans le secteur. Hein. Romain Grégoire. Valet de cœur 33 qui dit allez l'UBB. Non mais c'est vrai, je me moque mais j'adore l'UBB. Très belle équipe. En plus ils ont fait des beaux recrutements. Hein. Là ça va chier des bulles carrées. La Rochelle aussi. Hein. La Rochelle ils ont fait venir Menoncello, Le Garec et qui j'oublie. Ils ont une troisième recrue qui est monstrueuse, La Rochelle. Je sais plus. Steph C qui dit tu cherches, c'est vrai un petit peu. Elle me va pas cette casquette, on est d'accord que j'ai une gueule de con. Hein. Attention, Remco Evenepoel qui craque. Attends, est-ce que ça revient ou ça craque? 1,8 km. Il reste pas beaucoup, vous inquiétez pas. Allez, Roglic est largué. Bon, Roglic, de toute façon, il n'y avait pas beaucoup d'espoir pour le tour. Attention, beau virage. Allez, branchez-vous sur le Tour de France et France 2, les amis. Hein. Je peux pas diffuser les images, sinon on va être enquiquiné par le service public. C'est Delphine Ernotte, hein. Attention, hein. Évidemment, on lui pisse au cul naturellement, mais... Skelmos aussi devant, attention. Ça c'est dangereux, ça. Le Danois. Hein. Non, je crois qu'il est Danois, Skelmos, on est d'accord. Hein. Allez, je mets quelques petits bouts, mais je peux pas tout mettre. Hein. Attention. Voilà, attention, 1 km, on arrive dans le dernier kilomètre, la flamme rouge, the red flag. C'est la casquette, hein, dans les instants sport, on a la casquette, on est sur stade 2. On aime le vélo quand il est pratiqué comme ça. Les rois de la pédale, on se regarde. C'est parti. Attention, ça se regarde, on va avoir droit à une arrivée. De cyclisme sur piste là. Ça va se jauger, ça va se regarder, ça va se tâter. Très beau groupe, hein. Très belle arrivée. Là, il y a les cadors, hein. Les cadors du peloton. Là. On a les rois du goudron, on a les seigneurs de la pédale. Hein. Van der Poel qui veut défendre son maillot. Et Romain Grégoire, hein, de la Groupama FDJ qui est toujours dans le secteur. Hein. On a 4 Français dans les 10 là. Hein. Allez, on espère une victoire française. Allez, Van der Poel pour moi. Moi, j'annonce Van der Poel, c'est le plus costaud sur ce genre d'arrivée. Hein. Il va leur mettre un pétard. Attention à Pogacar, mais... Pogacar qui attaque en premier. Pogacar qui part en premier. Van der Poel a l'air facile dans sa roue. Ah non, c'était pas Pogacar, c'est l'équipier. Et toujours nos 2 Français qui sont là. Hein. On a toujours Romain Grégoire qui est là. Ah oui, c'est Joao Almeida qui est avec Pogacar. Et attention, on a le sprint. Pogacar, Van der Poel, ça va se jouer entre les deux. Et c'est Pogacar. Qui s'impose à Rouen. On adore Rouen, très belle ville. Cathédrale de Rouen, c'est magnifique. Pogacar qui s'impose. Alors, on va voir le classement général. Est-ce qu'il prend le maillot jaune? Il y avait 4 secondes d'écart entre les deux. Et on n'a pas assisté à une vraie bagarre pour l'instant. Ça se renifle. Ça se renifle la selle, comme on dit. Aïe pour nos Français, on y a cru. Hein. Alors attends, on va voir le général, mais normalement, c'est Pogacar en jaune, hein, si je dis pas de conneries. Hein. 100e victoire sur sa carrière, c'est fou. Hein. Il a 14 ans, Pogacar. Je rigole. Bah si, il y a la modification. Alors là, il y a du suspense. J'ai mon Marcel Zorok qui est branché également sur le classement. Tu me dis l'info, hein, si on est en décalé. Pogacar, voilà, qui est fatigué. Il a l'air fatigué, apparemment. On rappelle qu'on le retrouvera sur le Vendée Globe qu'il fera cette année en paddle. non, mais on a du mal à y croire, Pogacar. Je vais pas vous mentir non plus. Quand même du mal, mais... Ah, ça va se jouer au bonif. Hein. Apparemment. Alors, une bonif qui n'est pas une boniche avec un cheveu sur la langue. Hein. C'est les bonifications. C'est les secondes que vous gagnez. Hein. Et ouais, je crois que ça va être maillot jaune pour Pogacar. Hein.
Bon, on verra, de toute façon, on s'en fout, on est qu'à la 4e étape, c'est vrai que j'attends, on s'en fout. On arrête le sport, on enlève la casquette, on devient sérieux, c'est la politique. Voilà, un petit coup, on se recoiffe, parce que là, il y a des épis, hein, quand même pas la boulangerie. Non. Voilà. Donc voilà, les amis, on est passé du coq à l'âne, on est passé de Macron au roi de la pédale, hein, ce qui n'a évidemment rien à voir. Donc cette transition assurée par un professionnel de toute évidence. Donc voilà, pour ce bouquin, les amis, ce que je voulais vous dire, on va raccrocher les wagons, je vous l'ai dit, je fais un petit peu plus tôt ce soir, mais demain, c'est double ration, c'est triple ration même demain, parce que j'explique, Juste Bistrot à partir de 16h45. Ensuite, c'est la farce tranquille. Ensuite, c'est interview que je vais donner pour TV ADP. Pour ceux qui connaissent, ce sera à 20h. Donc on a un Juste Bistrot qui va aller jusqu'à 19h environ ce soir. Demain, pardon. Donc je finis plus tôt ce soir. Demain, on a double ration de Juste Bistrot. Soyez au rendez-vous. Normalement, on fait notre retour sur TikTok. On croise les doigts, évidemment. Les amis, Anarchy08 qui me met un message quand même dans le chat qui dit « Est-ce que je peux te contredire sur le livre t'expliquant que tu as tort malgré que je ne l'ai pas lu ?» Oui, ça va. Tant que c'est pas l'afro LFI, ça va. Il me dit « Mais plus sérieusement, il faut plutôt se tourner vers Machiavel pour voir à quel point Macron est rétrograde. De mon point de vue, il a réactivé des problématiques de l'Empire romain. » C'est un sujet intéressant. Alors, je pense qu'effectivement, pour le coup, que le livre ne traite pas, parce que ça va pas aussi loin en termes de réflexion sur le pouvoir de Macron, mais plutôt, plutôt intéressant. Je suis plutôt d'accord avec toi d'aller voir dans le livre Le Prince de Machiavel, évidemment, d'où est tiré le diviser pour mieux régner, sauf erreur. Et oui, c'est Phil, entre autres, qui m'avait fait le coup de parler du bouquin de la meute sans l'avoir lu. Vilain, le coup de règle sur les doigts, attention. Donc voilà, les amis, je vous abandonne pour ce soir. Demain, triple ration, Juste Bistrot des enfers, ça va durer des plombes, on va se régaler, ça va être que du bonheur. On se regardera la farce tranquille ensemble, il y a moyen. Donc voilà, on va se régaler, les amis. Je vous embrasse. Passez une excellente soirée et on se retrouve demain plein badin, en forme. Je vous embrasse, vive la rigolade et vive la France. À demain.